Le 6 novembre 1982, le Cameroun donc a amorcé une nouvelle ère avec une nouvelle personne, un nouveau visage, un jeune de 49 ans qui prenait le pouvoir. Il faut dire que le chef de l'État, Paul Biya, qui bien évidemment mène le Cameroun depuis 1982, a donc connu, et avec ses soutiens et ses sympathisants, une célébration hier 6 novembre 2023 des 41 ans de son accession à la magistrature suprême. L'homme du 6 novembre qui aujourd'hui, il faut le dire, a un bilan exhaustif et très coloré pour certains, mais pour d'autres un peu entaché des choses qui ont été promises mais qui n'ont pas été faites. Nous, ce soir, au-delà de ce bilan qui a déjà été longuement fait depuis déjà près de 40 ans, puisqu'il faut le dire, et après la première année, certains faisaient déjà ce bilan, et jusqu'à la 41e année, ils en ont toujours fait. Nous, aujourd'hui, donc, au-delà de ce bilan, nous souhaitons nous projeter, voir les perspectives de celui-là qui est au pouvoir depuis 41 ans. Qu'est-ce qu'il peut encore apporter véritablement? Le journal confidentiel l'a marqué dans la une de cette semaine. Le directeur de publication de ce journal qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir pour effectivement débattre de cette thématique forte au-delà donc du bilan du chef de l'État. Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut encore espérer de l'homme du 6 novembre? Je vous propose de revenir dans quelques secondes pour introduire ceux qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Ils sont donc face à vous ce soir. Serge Onguéné, coordonnateur du mouvement des Patriotes. J'espère que je suis en train de bien énoncer votre mouvement, Patriotes du Cameroun, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, M. Jean-Marie Onambélé. Bonsoir à tous nos co-discutants de ce soir. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs de par le monde qui nous regardent. Et juste à côté de vous, avec la permission de la réalisation, introduire un autre qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Lui, il vient d'avoir une nouvelle casquette, une double casquette même, au-delà d'être ministre des chefs de cabinet du Social Democratic Front. Il a été bien évidemment élu lors des derniers renouvellements du côté du SDF, vice-président de la coordination du littoral. Mathurin Biol, un habitué à la maison qui revient cette fois-ci avec une nouvelle casquette. Bonsoir et félicitations Mathurin. Bonsoir Jean-Marie Nambélé, bonsoir mes copanélistes et bonsoir à vos téléspectateurs. Effectivement, au terme de la dernière conférence régionale, l'ensemble des militants du SDF, de la région du littoral, ont vu en moi, n'est-ce pas, un camarade qui pouvait les amener le plus loin possible et ont fait de moi le vice-président régional du SDF. Donc j'en suis fier et je leur dis grandement merci. Un qui arrive dans ce studio de face à vous pour une première... Jean-Claude Youtefils, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, militant de ce parti et surtout fervent défenseur de l'homme-lion devant Dieu les hommes. Bonsoir Jean-Claude Youtefils. Bonsoir M. Jean-Marie, bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs de face à vous. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vous remercie de nous avoir conviés une fois de plus sur ce plateau. Thierry Yopin, il faut le dire, c'est lui qui m'a inspiré la thématique de ce soir à travers la publication Le Confidentiel de cette semaine, le journal confidentiel qui faisait un zoom sur bien évidemment les 41 ans au pouvoir du chef de l'État Paul Biya et surtout avec cette problématique qui est sur la table. Bonsoir Thierry. Bonsoir M. Nambélé, bonsoir aux copanélistes. C'est un plaisir d'être là une fois de plus ce soir. Heureux de savoir que je vous ai inspiré. Il faut souvent être sincère et honnête intellectuellement. Voilà, donc c'est assez plaisant quand même de le savoir. J'espère simplement que je suis à la hauteur de la problématique qui a été posée sur la table du débat. Donc voilà, j'espère qu'on passera d'excellents moments ensemble, en toute confraternité et en toute convivialité. Donnons donc la parole à celui-là qui a été même je voulais dire un élément de cette célébration d'hier, Jean-Claude Youtefils. C'est peut-être pour avoir déjà les nouvelles ou alors quelques éléments à nous apporter sur la célébration d'hier. Comment elle s'est déroulée véritablement dans les différents coins du Cameroun et peut-être du côté du département du Voré que vous maîtrisez bien? Parce qu'il faut aussi le dire que vous avez été chargé de mission dans cette célébration dans le département du Voré. Oui, exact. Chargé de mission départementale. La célébration du 41e anniversaire de la session de la magistrature suprême
du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, nous, au RDPC, nous avons une circulaire. La circulaire organisant cette célébration sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de cette circulaire, signée du secrétaire général du comité central, le vice-premier ministre, son Excellence Jean Kouété, il a été dit que l'organisation des meetings était placée sous l'égide des présidents des bureaux des sections RDPC, sous la supervision des délégations permanentes départementales et régionales. Ce décor étant donc implanté, vous allez donc trouver que le RDPC est présent dans les 360 communes d'arrondissement de notre pays. Donc le défi était celui d'organiser 360 meetings sur l'ensemble du territoire national. Il a été relevé? Il a été largement relevé et atteint. Et nous avons pris en compte le fait que nous avons perdu nos concitoyens dans le cadre de l'assassinat de certains de nos concitoyens à Manfé. Une minute de silence a été observée dans bon nombre de ces meetings-là en mémoire des disparus de nos compatriotes. Donc c'était aussi une autre manière pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, non seulement pour démontrer une fois de plus que nous nous rassemblons autour du président de la République pour continuer à l'accompagner dans la lourde mission que le peuple camerounais lui a confiée, mais c'était aussi un message d'unité nationale et que nous allons nous battre et rester unis et debout pour une nation qui voudrait être prospère. Alors, à partir de cela, dans le cadre du Vouré, 6 meetings ont été organisés à travers les 6 arrondissements du département du Vouré, sous la supervision générale du chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Vouré, le camarade Camille Ekindi. Nous avons vu une très forte mobilisation des camarades et des sympathisants. C'est ça qui est aussi intéressant. Et nous pourrons revenir sur les contenus des messages qui ont été dispensés par les différents orateurs. Habituellement, nous avons des interventions des présidents des bureaux des sections au GRDPC, au FRDPC, RDPC, et le message du comité central, qui est le message celui du secrétaire général du comité central du RDPC. Et il faut dire qu'effectivement, c'était le cheminement ou alors le chronogramme hier dans la plupart des 360 sections que vous avez nommées. J'ai eu la chance effectivement de passer quelques heures ou alors quelques minutes dans une de ces célébrations pour voir moi-même des yeux la mobilisation. Je n'ai pas envie de faire un commentaire, mais peut-être en off, on y fera. Mathurin Biol, président de la République Paul Biya, c'est le président de tous les Camerounais et pourtant, on ne voit que ceux du RDPC, les sympathisants, s'est déployé. Pourquoi, en tant que président de la République, vous aussi, à un moment, quand même, vous ne vous arrêtiez pas pour plus ou moins magnifier quand même quelqu'un qui a fait 41 ans au pouvoir? Oui, j'aimerais d'abord que vous me permettiez d'adresser les condoléances, n'est-ce pas, de ma famille politique aux populations de la ville de Manfé, n'est-ce pas, qui ont été sauvagement affectées par l'assassinat des habitants de cette ville-là par une bande de terroristes armés qui se regroupent dans ce mouvement qu'on appelle les Ambazoniens. J'aimerais donc adresser à ces populations-là toute notre compassion, la compassion du SDF et les condoléances aux familles qui ont été si durement affectées. Bon, pour revenir donc à votre question, il faut le dire clairement. On parle de 41 années, n'est-ce pas, de M. Biya à la tête du pays. Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'ensemble des Camerounais qui pourraient se sentir impliqués dans cette festivité? C'est parce que M. Biya, depuis 41 ans, vous le savez, il est élu par moins d'1,5 million de Camerounais. Et suivant les chiffres de l'ECAM, la dernière élection présidentielle, en 2018,
il y a eu 3 millions de Camerounais, n'est-ce pas, qui ont participé à ce scrutin. Et parmi les 3 millions, 1,5 million ont voté M. Biya. Vous comprenez, ça, ce sont les résultats de l'ECAM. Vous comprenez donc que ça n'intéresse pas les Camerounais et que M. Biya dirige le pays contre l'avis de l'ensemble des Camerounais. Et si l'ensemble des Camerounais devaient s'exprimer pour choisir leur président, M. Biya ne serait pas président de la République du Cameroun. Ceci est clair, ceci doit être connu de tous. Il faut relever que le vote au Cameroun bien que depuis 41 ans, le régime de M. Biya travaille à désintéresser les Camerounais du processus électoral. Et il est donc tout à fait normal que, pendant que nous les appelons à prendre leurs responsabilités et à participer au processus électoral pour choisir librement leur président et voter celui qui va véritablement travailler pour améliorer les conditions de vie des populations, le régime en place travaille à décourager les populations afin que la minorité qui leur est déjà acquise depuis par les moyens qu'ils utilisent toujours, soit par l'achat des consciences, soit par la tromperie, n'est-ce pas, continue à les maintenir au pouvoir. Donc voilà pourquoi vous voyez donc au finish, dans l'ensemble du pays, ce n'est que quelques militants du RDPC qui célèbrent ces 41 années du régime de M. Biya. Et je voudrais le dire clairement, après ce qui s'est passé dans la ville de Manfi, le 5, normalement, si le RDPC avait véritablement une compassion pour les populations du nord-ouest et du sud-ouest, ces festivités devaient être annulées. Donc c'est tout à fait immoral, c'est tout à fait inconscient qu'on observe ce qui se passe sur le terrain. Que des gens puissent accorder une seule minute pour pouvoir exprimer leur compassion quand des Camerounais ont été brûlés vifs dans leur maison. Même des bébés ont été massacrés. Donc, ce degré d'antipathie, ce manque d'empathie, n'est-ce pas, nous étonne et nous écœure. Normalement, le RDPC devait annuler sur l'ensemble du territoire national toutes ces festivités. Et nous devions être dans le deuil en ce moment-ci. En tout cas, là, c'est un autre débat. C'est malheureux. Et véritablement, ça montre et ça interpelle notamment tous les Camerounais de cette zone, de ces deux zones en particulier, et bien sûr, et tout le reste du Cameroun, de leur faire comprendre que ce régime, il a fait son temps. Nous devons déjà normalement l'évacuer. Serge Anguiné, vous, si vous étiez dans la mouvance de la fête pour célébrer les 41 ans de pouvoir du chef de l'État, Paul Biya? Naturellement, c'est le chef de l'État, c'est son Excellence Paul Biya. C'est 41 années, c'est une trajectoire. Cela veut dire que nous sommes liés, en quelque sorte, en tant que compatriotes, au magistère du président de la République. Tant il y a beaucoup de choses, ou du moins, il y a toute une politique qui est menée depuis son accession au pouvoir, qui fonde notre quotidien par rapport à nos projections, qu'elles soient individuelles ou collectives. À partir de ce moment-là, on doit tous s'arrêter pour regarder vers l'homme du 6 novembre. Parce que ne l'oublions pas, un chef de l'État, un président de la République, c'est la première personnalité d'une nation. Et en tant que première personnalité, il a bien une vision sur le pays, il a bien une politique, il y a des actes forts qui nous impactent à nous tous. Et à partir de cela, nous devrions, de façon commune, nous arrêter sur ce qui est la célébration. Parce que la célébration ici, ce n'est qu'un indicateur qui démontre à suffisance que voilà le temps mis et qui nous amène à nous questionner sur ce qui a été fait. Donc, en tant que Camerounais, il est tout à fait normal de s'arrêter sur cette célébration. Et je crois que ceci n'est pas l'objet tout simplement de la partisanerie, pour certains, du mouvement politique qu'a créé le chef de l'État, mais cela concerne tous les Camerounais, parce que c'est de la vie d'une nation dont il est question. Donc nous sommes liés aux 41 années
du président de la République. Et pour ma part, de façon très naturelle, je fais corps avec cet événement parce qu'elle me permet de tirer des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, sur ce chemin que nous avons vécu, parcouru et que nous vivons tous en tant que témoins. Mais bien plus, il faut savoir situer un tel événement dans l'ère contemporaine d'aujourd'hui. Parce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, c'est l'un des plus anciens à la tête d'un pays dans le monde. Exactement. Et ça fait que nous devons nous poser la question, pourquoi c'est au Cameroun aussi que ça arrive et non pas ailleurs? Car toute chose revêt un caractère positif, peut-être un caractère limitatif aussi. Et pour moi, je crois que ça témoigne des choses assez simples ou naturelles. Que le Cameroun, c'est un pays spécifique, c'est un pays unique. Et les choses qui se feront au Cameroun, qui se font au Cameroun, ne vont ressembler à aucune autre de par le monde. Et cette particularité-là doit interroger les Camerounais dans le sens où eux-mêmes doivent se sentir uniques. Étant donné que certaines prennent la question de la célébration uniquement sur le plan politique. Exactement. Alors que ça a des symboliques diverses que je crois que pendant ces échanges, nous aurons le temps d'aborder en profondeur. En tout cas, je souhaitais avoir peut-être le regard de Thierry Nyopé, mais avant, quand même, il y a quelque chose qui est évoqué, hein, Jean-Claude Yulfis, c'est cette célébration au moment où il y avait ces exactions du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Pour l'évacuer, est-ce que vous avez réponse à apporter à cela, vous, au niveau du RDPC? Pourquoi avez-vous choisi, malgré effectivement toutes ces atrocités commises du côté donc du sud-ouest, de quand même célébrer et de couper le gâteau? Il y a deux alternatives qui se présentent toujours à chaque fois où on est face à des drames et surtout face au massacre et à l'assassinat même de nos compatriotes. Fallait-il s'arrêter totalement et observer le deuil, ou bien fallait-il commémorer, c'est-à-dire porter le deuil, mais tout en démontrant que les valeurs qui ont été portées par ceux qui étaient des victimes, bien par ceux qui sont les victimes, ont été un combat juste et que nous allons poursuivre le combat. Vous voyez par exemple que c'est à dessein que les terroristes ont décidé de choisir cette date. Le 6 novembre. Le 6 novembre. Le but était sûrement qu'on en arrive à cette conclusion et qu'on dise la République s'arrête et que tout doit s'arrêter parce qu'en réalité, une bande de hordes de terroristes a décidé de pouvoir ramer à contre-courant des valeurs de la République. Et là où l'indignation doit même être totale, et c'est là où nous posons les questions par rapport à cette opposition, où à peine voilée, nous ne suivons même pas des condamnations de la part de l'opposition, SDF et tout le reste. Nous suivons tout simplement des uns des autres qui veulent demander au RDPC de s'arrêter et de prendre acte qu'il y a eu assassinat. Pourtant, nous avons des compatriotes qui ne voulaient que vivre et qui étaient couchés parce qu'en fait, ils étaient dans leur lit. Vous savez très bien que le sommeil nous permet de pouvoir nous régénérer. C'est là où ils ont été arrachés à la vie. Personne n'est en train de vouloir condamner, de chercher ces terroristes et de dire que nous ne devrons plus jamais avoir cela. Ça doit passer par quoi? Par une collaboration active de la population. Parce qu'en fait, on est dans une guerre asymétrique. Et certains vous diront, le gouvernement, à travers le RDPC, qui est le parti au pouvoir, devait continuer à protéger tous les citoyens.
Effectivement, le président de la République assume cette responsabilité. Mais il faudrait que les uns et les autres sachent que il n'existe aucun État où il y a un policier derrière chaque citoyen. C'est à travers la collaboration active des populations avec les forces de maintien de l'ordre, les forces de défense et de sécurité. Et lorsque vous voyez un attentat qui a eu lieu, c'est parfois un cas sur 1000. Ça voudrait dire que quoi? Dans le cadre du fonctionnement d'une continuité organisationnelle, c'est 999 cas qui sont souvent déjoués. Moi, je voulais, c'est pas le thème du débat, je voulais vraiment. Voilà, donc nous disons donc que le RDPC a opté que nos concitoyens, nous allons continuer à véhiculer. C'est pour ça qu'à l'entame de mon propos, j'ai parlé du message de l'unité. Parce que les uns et les autres ont besoin de mettre l'unité à l'épreuve, ont besoin de mettre l'unité à mal, ont besoin de pouvoir attaquer l'intégrité territoriale. Ce message-là d'unité, les Camerounais qui sont unis. J'ai même vu, par exemple, certains qui ont voulu parler de faire une assimilation de division des Camerounais, en les assimilant en francophone, anglophone. Sur un plateau hier concurrent à ce média, j'ai exprimé que qui est anglophone et qui est francophone. Les Camerounais sont Banyangé, Bakweri, Bafout et tout le reste. Ils parlent anglais et français ou anglais et français. C'est tout simplement de leur choix. Mais cette assimilation est bel et bien une assimilation juste de division de ceux qui veulent en faire de la récupération. Merci. Et heureusement que les Camerounais sont vigilants. Et le RDPC continue donc à sensibiliser. Et nous avons observé, je vous ai dit, une minute de silence. Et en fonction maintenant de l'évolution, parce que là où nous sommes là, il y a des blessés graves. Et donc, parfois, même pour certains, le pronostic vital est encore entamé. En danger. Donc, il faudrait que nous apportons notre soutien à ces blessés. Et nous les souhaitons prompte guérison. Et le moment du deuil, nous allons faire le deuil dans les règles de l'art. Parce qu'en réalité, il faudrait que nous soyons en situation où qu'on dise que le bilan de cette attaque terroriste, de cet assassinat de nos concitoyens et autre chose. Nous rappelons que c'est des concitoyens qui sont même en réalité des populations autochtones qui n'ont rien du tout à voir avec les velléités de type sécessionniste ou séparatiste, qui renoncent même à la violence. Et donc, ceux qui veulent poursuivre ces actions de violence sont donc en train de vouloir chercher à s'aimer la peur parmi ces populations et pour pouvoir leur dire que non, vous avez pris le mauvais cas. Aussi, on insiste dessus, ça va aussi faire de la publicité, c'est-à-dire dans l'action que vous vouliez faire, de ne pas trop en parler, peut-être en attendant la fin du deuil. Quand on en parle aussi, toujours personnellement, moi, mais je ne voulais pas trop insister dessus, c'est pas dire que je suis contre, je voulais dire quoi, que je ne suis pas en compassion avec ceux qui ont disparu là-bas, mais en même temps aussi, c'est la publicité que ces personnes voulaient se faire, on a déjà compris. Donc en résumé, nous étions en train de dire qu'il fallait rester debout et continuer à montrer que la nation va maintenir le cap et que nous allons combattre tous ceux qui sont les ennemis de la République. On l'a compris. Thierry Nopé, vous qui avez fait quelques tours quand même, hein, d'ici à là, un regard général même sur la célébration de ces 41 ans du président de la République, Paul Biya, du côté de la magistrature suprême. Mais vous l'avez dit, cela fait 41 ans qu'on célèbre. On commémore justement l'arrivée à la magistrature suprême du président Biya. Et depuis 41 ans, disons, depuis 40 ans, les partisans, les fidèles, les ouailles, comme j'aime à les appeler, du président Biya célèbrent toujours avec faste et beaucoup de solennité cette arrivée-là. Donc, une fois de plus, ces derniers n'ont pas dérogé à cette tradition. La fête a été belle. Vous avez vu les images qui ont été diffusées à profusion, au-delà des médias classiques, mais également dans les réseaux sociaux, qui sont également aujourd'hui un canal par essence de communication. Donc, la fête était belle. On ne peut pas dire le contraire. On a eu même l'impression qu'il y a une sorte de rivalité entre les différentes sections, chacun voulant montrer à la face du monde ou à la face de la communauté nationale que la fête était belle
chez eux par rapport aux autres. Donc, pour moi, je ne souhaiterais certainement pas m'attarder sur ces célébrations-là parce qu'elles n'apportent rien de nouveau sous le soleil. Une fois de plus, on a égrené le chapelet des réalisations du RDPC qui, en fonction de l'endroit où on se place, on peut juger de la politique du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Chacun pouvant tirer effectivement la couverture de son côté avec des éléments qui sied. Mais je crois que nous devions plutôt mener un regard scientifique quand on juge une action comme celle-là. Parce que si on commence à dire, oui, rien n'a été fait, oui, quelque chose a été fait, ou le chef de l'État a été élu, selon les informations que nous avons, ce n'est pas 3,5 millions, c'est 2,650 000, on n'a pas les chiffres très exacts, mais c'est moins de 3 millions quand même. Pour dire que si on rentre même dans cette logique-là, cela ne fait pas 3 millions de votants pour le président Biya. À croire que pour une population de plus de 30 millions d'habitants, quand même, c'est questionnable. Mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le débat en même temps. Donc oui, effectivement, mais selon les statistiques, quand même, il devrait y avoir plus de 11 millions d'électeurs au Cameroun. Et je vous rappelle que même les gens inscrits sur les listes électorales aussi autour de 15, aussi autour de 7 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Et je vous rappelle que le taux d'abstention était suffisamment relevé. Mais ce n'est pas le lieu ici. Je dis, l'idéal serait pour nous de questionner peut-être l'action ou ces actions qui ont été menées depuis 41 ans, depuis l'arrivée du président Biya à la magistrature suprême pour essayer de savoir exactement ce qu'il peut encore faire 41 ans après. C'est ce travail justement que nous avons tenté de faire, effectivement, sans en être exhaustif. Oui. Je vais revenir vers vous parce que je dis à chers téléspectateurs, moi, un peu comme Thierry, j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il faut qu'on fasse le bilan du président Paul Biya? Est-ce qu'effectivement, comme Thierry l'a relevé, on ne va pas voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, on pourra passer 4 heures de temps ici sans véritablement s'en sortir. Mais puisqu'il faut quand même qu'on parle... Non, monsieur Onambele, on ne peut pas arriver à ce résultat sans s'essayer au moins à faire un bilan. On ne peut pas. C'est pour ça que je voulais qu'on essaie de faire. On ne peut pas arriver aux projections sans savoir déjà ce qui a été fait en termes d'acquis. Donc on essaie de faire là actuellement, mais peut-être avant d'avoir votre regard, le regard qui est souvent un peu global de journaliste, peut-être que déjà elle a interrogé Mathurin Biol sur ce bilan, quelque chose de fort que vous pouvez retenir du passage du président Paul Biya à la magistrature suprême et Mathurin Biol. Oui, il faut le dire clairement. Pour interroger ce bilan, il faudrait d'abord poser la question directement aux Camerounais. Qu'est-ce que les Camerounais retiennent de ces 41 années? Moi, je vous pose la question à vous. Oui, moi, je suis Camerounais, c'est vrai, mais je peux aussi également directement interroger les populations de Yabassi en ce moment. Les populations de Yabassi, qu'est-ce qu'elles retiennent quand vous ne pouvez même pas quitter de Douala pour arriver ici à Yabassi? Vous voyez le trajet. Quel peut être dans le bilan de M. Biya pour un habitant de Yabassi? C'est une catastrophe. La route, il n'y a pas de route. L'agriculture, ce bassin-là, c'est un bassin agricole. Il y a même une faculté, de sciences halieutiques à Yabassi. C'est-à-dire une faculté qui travaille afin que le secteur agricole, n'est-ce pas, prospère et se développe dans cette zone-là. Mais il n'y a pas de route, c'est la catastrophe totale. Donc, quand vous demandez à un habitant de ce département-là, qu'est-ce qu'il vous dira? Il n'y a rien de positif pour lui. Parce que pour lui, l'élément de base, c'est de pouvoir faire circuler les résultats de son travail, le fruit de son travail, c'est-à-dire que ce qu'il produit comme marchandises agricoles. Si c'est impossible pour lui, ça veut dire que il n'y a pas un résultat possible pour lui qui peut exprimer. C'est la même chose qu'on peut dire pour les autres départements, pratiquement de la région de la région du littoral. Et c'est la même chose qu'on pourrait dire à l'ouest, c'est la même chose qu'on pourrait dire à l'est et même au sud, qu'on appelle le pays organisateur. Vous comprenez, vous souvenez qu'un ministre de la République, je pense que c'était le ministre de l'Enseignement supérieur, a été pris en otage dans un village dans la région du Sud,
alors qu'il était venu visiter ce village, en ressortant, les populations lui ont dit qu'il ne pouvait plus passer, parce que tant que le problème des routes n'est pas résolu, ne voyez pas pourquoi est-ce qu'il faudrait que chaque fois ils viennent faire des meetings dans ces régions-là. Donc ça veut dire que c'est aux populations directement, n'est-ce pas, de faire le bilan. Et lorsque ces populations font le bilan directement, la conclusion est qu'il n'y a vraiment rien à tirer des 41 années. Et les étudiants des universités peuvent faire également le bilan. Hein? Aujourd'hui, dans les universités, il faut payer au moins 50 000 francs par an pour pouvoir avoir accès à une formation universitaire. Alors qu'il y a cela quelques années, cette même formation était gratuite. Et que dans d'autres pays voisins, hein, en lieu et place même des droits universitaires, on donne plutôt les bourses. Donc, et c'est la même chose. C'est la même question qu'on peut poser à ceux qui vont peut-être dans les établissements scolaires, dans l'enseignement scolaire. On nous dit que l'éducation est gratuite, ou même dans le privé, que l'éducation est gratuite. Mais ce n'est pas le cas. On impose à des parents de payer des frais d'appui alors qu'ils ne sont même pas membres de cette association. Donc, vous comprenez qu'on peut aller ici dans tous les secteurs. On peut aller dans le secteur du logement. Aujourd'hui, on a, dans certaines villes, on a conçu ce qu'ils appellent les logements sociaux. Mais pour avoir accès à ces logements, il faut débourser 19 millions de francs CFA. Les logements sont abandonnés. Abandonnés, alors qu'il y a une crise de logement au Cameroun. Et que, pendant ce temps, dans une ville, dans un arrondissement en plein capital économique, en plein capital politique, je pense que c'était à Bankolo, n'est-ce pas, les populations sont ensevelies en plein sommeil. Il disait tout à l'heure que le sommeil est réparateur. Pendant que les ambassadeurs massacrent les populations dans le nord-ouest, sud-ouest, n'est-ce pas, ce sont les catastrophes qui tuent les Camerounais dans la région du centre en plein sommeil. Vous comprenez qu'on va creuser comme ça dans les différents secteurs sociaux, l'éducation, la santé, le logement et les autres, on trouvera toujours que le bilan n'est pas vraiment reluisant. Il est catastrophique. Serge Ongene, dans cette vision du verre à moitié vide ou plein, est-ce qu'il n'y a pas quand même problème, il n'y a pas des interrogations à se poser sur ce que le président n'a pas fait? Je préfère le dire ainsi. Un peu comme le relevait tout à l'heure Mathurin Biol. Déjà, je dois relever que ce n'est pas le président qui fait, c'est l'ensemble des Camerounais qui mais c'est font. lui qu'on élit tout de même, Serge Ongene. Mais j'en viens. Parce que c'est ce type de confusion qui nous emmène droit vers des égarements et une mauvaise appréciation de la situation que traverse le Cameroun, et notamment un jugement juste et honnête sur le magistère du chef de l'État. La première chose, c'est quoi? C'est de tenir compte de d'où l'on vient et se projeter où l'on va. Avant que le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'accède au pouvoir, nous avions un parti unique au Cameroun. Ça, c'est une réalité. Et quand il est arrivé au pouvoir, sa vision, c'était quoi? Rigueur et moralisation. En 90, après le sommet de la Baule, il y a eu la liberté d'expression, il y a eu la liberté des organisations, qu'elles soient associatives ou politiques, avec la loi de 90. Et ça nous a ouvert sur quoi? Ça nous a ouvert sur le modèle qu'on appelle démocratie. Et c'est ce qui permet aujourd'hui que nous puissions échanger comme nous sommes là. Et ça, c'est un acquis. Pourquoi? Parce que on construit avec la contradiction. Mais pour que celle-ci prenne pied, il faudrait qu'il y ait l'expression à la base. Ça veut dire, moi, je m'exprime en proposant, et vous pouvez vous exprimer en critiquant. Et de là, on consolide l'acte que nous voulons poser ou le projet que nous mettons en route pour le bien commun. Donc ça, ce n'est pas des choses à éluder. Avant le président de la République, je me souviens, j'étais certes petit, mais à Douala, il y avait le lycée Djossi, il y avait le lycée de Nebel. Mais aujourd'hui, chaque arrondissement a au moins un lycée. Ça veut dire que sur l'ensemble du territoire camerounais, nous avons au minimum 300 lycées. Ce sont des avancées. On ne peut pas cracher dessus. C'est ça qui nous permet aujourd'hui de mieux nous exprimer, d'être outillés. Ça, c'est des choses qu'il faut relever. Et bien plus, sur le plan économique.
Mais attendez, dans les années 82, le budget du Cameroun tournait autour de 500 milliards. Mais aujourd'hui, nous sommes, je crois bien, M. Yout, à 6500. 6500. En tout cas, le projet, voilà. Près de 6300. Donc voilà, ça veut dire que le Cameroun avance. Et le fait que le Cameroun avance ne veut pas dire que le Cameroun n'a pas de problème. Parce que si nous n'avons pas l'honnêteté intellectuelle de dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, mais aussi il y a bien des difficultés, nous nous égarons. Là, nous commençons à faire objet de mauvaise foi. Et c'est ce que beaucoup de gens font et ça égare une bonne partie de nos compatriotes dans l'appréciation de ce qui se passe. Vous pouvez, quand vous prenez sur le plan africain, le niveau de sécurité au Cameroun, est-ce que nous sommes comparables aux pays comme par exemple du côté de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, qui ont un taux de criminalité très élevé? Ce sont des acquis. Et ça, on ne peut pas cracher là-dessus. Aujourd'hui même, la notion de bilinguisme aujourd'hui, qui à un certain moment a tenté de faire division, mais ce n'est pas un atout. Le Cameroun a fait comment pour accéder au Commonwealth? Ce sont des acquis. Parce que par moment, moi je suis surpris parce que les Camerounais, ils prennent leurs enfants, pour ceux qui ont un peu de moyens, ils les envoient soit en Angleterre, soit aux États-Unis pour faire les études. Mais c'est sur quelle base? C'est par rapport à la formation initiale qui a été acquise ici. Ce sont des acquis et ça fonde une richesse. Et ça aussi, c'est l'œuvre d'un homme. Donc, on ne peut pas cracher dessus. Maintenant, le tableau est non exhaustif, hein? Mais je dis, il y a des choses qui sont très importantes. Ma foi, et celle que j'ai toujours défendue dans mon engagement citoyen. Mais la paix. Mais les gens disent que c'est un concept. Moi-même, à une certaine époque, je disais que c'était un concept dans les années, parce que j'ai fait le collège Liberman, dans les années 2000 par là, je disais souvent à mon papa que mais vos histoires de paix là, c'est quoi? Mais à l'épreuve de la guerre, on sait maintenant ce que c'est la paix. Ah ben, ça c'est clair. Et on se rend compte que si on analyse les secousses que nous avons traversées, 90 avec l'avènement de la démocratie, il a fallu tenir bon parce que beaucoup de pays sont allés à volo. Vous prenez la crise de Boko Haram, avant même la crise de Boko Haram, la guerre avec Bakassi, il fallait avoir un doigté, une intelligence, une sagesse aboutie pour sortir de ce conflit. Et le président de la République est sorti de là. Hein. Vous suivez les témoignages, paix à son âme, du professeur Bipoumoum, de Maurice Kamto, de Joseph Orona, toutes ces éminences-là, ce qu'ils disent, Amadou Ali, par rapport à ce que certains avaient préconisé. Et vous savez le résultat. Aujourd'hui, le Cameroun s'est agrandi au moins de 2000 ou 3000 ou 4000 km². C'est pas rien. Et ça, c'est l'œuvre d'un homme. Et quand vous poursuivez sur la question de la paix, nous avons quand même l'une des plus grandes organisations terroristes au sud du Sahara, Boko Haram, avec des ramifications avec Al-Qaïda, qui a attaqué de façon frontale notre pays. Et il a fallu un homme pour faire face. Mais je pose la question aux Camerounais. Boko Haram a-t-il pris un seul mètre carré du territoire camerounais? Mais non. Ça, c'est quelque chose qui est inestimable en termes d'acquis. Parce que imaginez que Boko Haram serait rentré. On parle aujourd'hui, nos frères qui sont à l'extrême nord, qu'en serait-il? Et quand on poursuit, nous avons, et là nous sommes en plein pied dans cette crise que vous avez évoquée à travers un détour, mais la crise anglophone. Moi, c'est une zone que je connais de coin en coin. J'ai fait des opérations dans cette zone. Il faut être le président de la République, Paul Biya. Je dis, il faut être le président de la République, Paul Biya, pour nous avoir sortis de ce traquenard construit et monté par les Occidentaux, financé depuis l'extérieur, avec le concours de l'endogénat, dont des compatriotes. Il faut être fort
pour ne pas dire très puissant, pour nous sortir de là. Et vous voyez que depuis 2016, nous sommes en plein dedans. Mais vous-même, monsieur Onambele, vous êtes un éminent journaliste. N'avez-vous pas reçu sur vos plateaux les gens qui ont dit que non, il faut éliminer ces gens, il faut raser ces zones? Mais si vous analysez de façon froide, de 2016 à 2023, vous ne constatez pas que la crise a chuté. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bien aimé votre propos tout à l'heure. Vous avez dit, en termes, je peux même dire que vous êtes un stratège, un journaliste stratège, qu'on ne devrait plus faire la promotion à ces gens. D'où c'est normal que le RDPC ait choisi de célébrer le président de son parti, qui est d'ailleurs le président de la République, parce qu'on ne doit pas s'arrêter sur les actes terroristes. On doit les condamner et on doit les combattre. Donc, quand vous prenez tout ça ensemble, beaucoup a été fait. Et je vais sortir. Et sortez véritablement, Serge Onguéné. Oui, je sors sur la question de l'éducation. Mais attendez, le QI des Camerounais, il est très élevé. Il challenge toutes les plus grandes nations du Cameroun. Mais attendez, nous tous, je retrouve mon frère Thierry ici. Mais on sait parler, on sait comprendre, on sait analyser, on sait se projeter et on sait challenger les autres. C'est pourquoi? Parce qu'à la base, il y a une formation. Il y a des choses à redire. Peut-être pour qu'on soit au top, mais nous sommes loin d'être les derniers. Et ça, c'est les acquis de qui? C'est l'acquis du président. Il pouvait aussi choisir que je vais construire les écoles, je vais construire uniquement les routes, je vais faire 5 ponts comme on voit partout ailleurs, et tout, et que le peuple soit analphabète parce qu'il veut peut-être seulement dominer. Mais il a donné le savoir savant et le savoir sachant aux Camerounais. Et ça, c'est une richesse parce que lui ne peut pas nous l'enlever. Allez, Jean-Claude Yaourt, dans la même veine, parce que c'est que vous serez dans la continuité de Serge Onguéné. Mais à vous, quand même, je vais poser une question. Est-ce qu'il ne vous arrive pas souvent de vous dire que le président pouvait faire mieux que ce qu'il a fait? Oui. Parce que c'est que vous allez nous dire qu'il a fait beaucoup de choses. Oui, c'est évident. Effectivement, le tableau présenté par M. Serge Onguéné, s'il avait suffisamment de temps, il devait continuer. Et c'est pour ça que je vous ai dit que moi, le bilan m'embêtait un peu. Parce qu'on peut quitter ces 6 heures. C'est important de le rappeler. Oui, bien sûr. Parce que le bilan est élogieux. Le bilan est élogieux. Mais il faudrait aussi que nous avouons que le président de la République, dans son magistère, a connu aussi des défis qui ont eu à ralentir son action. Vous vous souvenez qu'à peine ayant repris fonction, on a connu une tentative de coup d'État. C'est un élément qui est à retenir et qui était également un facteur parce que la cohésion sociale était mise en mal. Il fallait la restaurer. Il fallait redéfinir les cartes, les redistribuer. La notion d'équilibre social, la notion de solidarité nationale, de vivre ensemble, était en mal. Il a relevé ce défi. C'est très important. Ensuite, on a connu la crise économique. Un grand frein également. Et nous avons connu cette crise économique pendant une très très longue période et surtout que on avait une gestion économique qui n'était pas sur les bases du durable. Parce qu'en réalité, on a questionné la valeur monétaire. Vous vous souvenez qu'on nous disait qu'à un moment donné, on avait aussi des fausses monnaies, la monnaie n'était pas véritablement un gage de progrès et tout. Ça rendait mal nos fonds de réserve. Il a eu à stabiliser tout cela. Et nous avons repris. La crise économique a été assez longue, il faut l'avouer. De 1987, honnêtement, on en est sorti à partir des années 2000. On a connu les éléments sur le plan social, avec l'avènement de la démocratie, années 90. Nous avons connu
les différents ajustements structurels de 1993, FMI et tout, ce n'était pas facile. Les privatisations imposées, heureusement, je dis bien heureusement, qu'il a eu une clairvoyance, qu'il a mis sur pied un modèle de privatisation et dont aujourd'hui, les uns les autres se réveillent et se rendent compte que, mais en fait, il n'a jamais privatisé. Là où c'était difficile, il a eu à fractionner le pouvoir de souveraineté de ces différentes entités. Je vous prends un exemple. En matière de production électrique, au niveau de l'électricité, parce qu'on parlait de l'électricité. On n'a pas la souveraineté là-bas, hein, quand même, Jean-Claude Liotte. Nous avons la souveraineté. À quel niveau? Je vais, par exemple, vous dire, l'électricité, c'est la production, c'est le transport, c'est la distribution. Exactement. La production, c'est qui? C'est le Cameroun. Vous avez entendu une entité étrangère là-dedans? EDC et tout le reste, c'est le Cameroun. Au niveau du transport, c'est la Sonatrach. La Sonatrach. Vous avez entendu une autre entité là? Et la distribution alors? La distribution, c'est ce qu'on appelle que c'est la commercialisation. C'est comme le même modèle qui a été également comment vous mis. produisez, vous transportez, vous laissez quelqu'un d'autre distribuer? Pour commercialiser. Pour pas distribuer, mais commercialiser. C'est exactement comme on a créé des grands call box, tout simplement. Avec sur le plan de la souveraineté des télécommunications. Qui est le grand provider en matière de télécommunications dans ce pays? Camtel. C'est Camtel. Et tout le monde est client de Camtel. On en parle parce qu'effectivement, il a le monopole. Et pourquoi les services de Camtel sont plus décriés que les services des autres opérateurs? C'est fait à dessein. C'est comme par exemple... Non, c'est l'escroquerie alors. C'est pas question d'escroquerie, oui, monsieur Mathurin Biol. C'est comme par exemple... C'est comme par exemple aujourd'hui... Si c'est fait à dessein, c'est grave. C'est comme par exemple aujourd'hui, on vous présente là, vous êtes tout beau là. Tout le monde dit, vous êtes propre et beau. Il suffit de 2 jours, tout simplement, où vous ne vous lavez pas, on dira que Mathurin Biol est sale. Mais vous pouvez du jour au lendemain décider de vous reprendre la main et de vous laver. C'est à peu près ce phénomène qu'on nous parle des ordures ménagères. Il y a eu des problèmes d'assainissement. On a connu ça en 2013. À peine qu'on a résolu ça en 2014, les villes étaient subitement devenues toutes propres. Et on disait qu'on est reparti. Le modèle a tenu 10 ans. Ensuite, maintenant, il a fallu qu'on se réinvente, on renégocie, on essaie de voir, on a des discussions des savants. C'est aussi ça. Le président de la République, je vous rappelle, c'était une seule université. Ça voudrait dire qu'on comptait au bout de doigts ceux qui avaient accès aux études supérieures. Aujourd'hui, vous êtes en état combien? Monsieur Nambi, 11 universités. Je vous ai dit que ce n'est pas à nous de faire ce bilan de M. Bia. Parce que M. Youth est missionné pour dire ce qu'il a dit. Mais est-ce que M. Mathurin Biol peut attendre son temps de parole? Mais vous avez parlé. Est-ce que Mathurin Biol peut attendre son temps de parole dans ce cadre de ce débat? Je vous promets, je vous donne le temps de réagir tout à l'heure. Est-ce qu'il peut nous écouter? Allez-y, mais ça ne voulait pas dire qu'il était intéressant. Mais nous l'avons écouté parce que le débat est républicain. Et cette démocratie, c'est le président de la République, son séance pour bien, c'est un mec à son actif. Et je vais poursuivre en vous disant par exemple que les uns et les autres veulent nous présenter des tableaux. Nous avions une population de 6 500 000 habitants, avec une espérance de vie de 32 et 34 ans. En 82. En 82, on oublie très vite. Aujourd'hui, à 50 ans, c'est des jeunes hommes. On est obligé nous-mêmes de déclarer que 50 ans, il n'a plus l'âge d'aller à la retraite. Pourquoi? Parce qu'on vit mieux, de mieux en mieux. Je vous rappelle que nous étions dans ce pays où nous étions dans des quartiers où avoir accès à l'électricité, c'était des questions de bourgeoisie. Moi qui vous parle, je ne suis même pas très vieux, mais je fais partie de la génération de ceux qui ont étudié sous des poteaux électriques. Avec la lampe tempête. La lampe tempête était à la maison. Elle ne pouvait pas, on ne pouvait pas lire. J'ai fait la série C. Il fallait faire des mathématiques pendant des heures. J'allais sur les poteaux électriques au goudron. Et là, je vous dis que c'est les années 90. C'est ma génération. Et on comptait ceux qui avaient l'électricité dans les maisons. Je vous rappelle également que 80% de la population camerounaise était rurale. Aujourd'hui, cette population, les indices se sont inversés.
les indicateurs sont inversés. Nous sommes à 60% de la population qui urbaine. est urbaine et 40% qui est rurale. Et ce n'est pas des faits du hasard. Lorsque nous avons une homogénéité dans le cadre des villes, les villes camerounaises, elles sont pratiquement homogènes. Et nous pouvons en compter une dizaine, une vingtaine. Ce n'est pas le cas avec, par exemple, la Côte d'Ivoire, qui a un PIB comparable et qui a même 3 000 milliards de budget supplémentaire par rapport à nous. Mais entre-temps, dès que vous avez cité 2-3 villes là-bas, c'est terminé, vous fermez la page. C'est ce Cameroun, pour ne pas monopoliser la parole. C'est ce que je voulais vous dire, effectivement. C'est ce Cameroun également, grâce à l'homme du renouveau, qui a connu des succès sur le plan sportif. On dit le pays de Roger Mila, le pays de ceci. Ce n'était pas ça avant 82. On oublie très vite. Nous avons 5 étoiles aujourd'hui, floquées sur le maillot des Lions indomptables. Toutes ces victoires ont été connues sous l'ère de qui? De Paul Biya. Et c'est un fait du hasard. Je vous rappelle qu'on avait combien de stades avant? Nous sommes aujourd'hui, cité un exemple, parmi les pays africains où nous arrivons à homologuer 7 stades. Même comme les stades des quartiers ont disparu, on n'a que les grands stades pour les grands matchs. Mais nous avons des grands stades, nous avons des stades annexes. Un plaidoyer porté nous par avons des lycées. Effectivement, M. Serge Onguené a eu à parler de l'évolution de la carte scolaire. Effectivement, dans cette ville-ci, c'était 4 lycées. Aujourd'hui, on en compte pêle-bêche un peu partout. Nos enfants ne font plus 5 km pour aller à l'école. Sauf si vous êtes parmi ceux qui cherchent à tout prix, à ceux qui font l'éducation, je ne sais pas, de luxe, certains qui veulent qu'ils aillent dans des études UP, je ne sais même pas ce qu'il y a comme différence là-bas, où on doit payer 2 millions et ainsi de suite. C'est peut-être que là, c'est des choix sur l'aspect qualitatif des uns et des autres. Mais aujourd'hui, nos enfants traversent juste la rue et ils vont à l'école. Que ce soit sur le plan de l'éducation de base, l'enseignement secondaire, et de l'université. 11 universités aujourd'hui. Pour également chuter, l'indice de développement humain a évolué dans ce pays. On oublie que nous sommes cités un exemple en matière de gouvernance économique. Et je vous rappelle qu'en termes de gestion des ressources naturelles de notre pays, Paul Biya, durant tout ce magistère, le Cameroun n'a qu'exploité 33% de son potentiel. Même commencer ça n'a pas été bradé. Ça n'a pas été bradé. Vous vous souvenez, M. Mathurin Biol, on est venu ici proposer à son Excellence Paul Biya pour pouvoir exploiter le fer et tout, la bauxite. On nous a proposé les 5-10% en disant on va vous donner à vous. Parce que je me souviens, on a des pays voisins où l'exploitation minière était que c'est 10% pour tout le pays, mais 5% pour la gouvernance et 5% pour le reste du pays. Lui, Paul Biya, il a renoncé, il a refusé. Il a dit, ça ne pourrit pas au sol. Nos enfants pourront également en bénéficier. Merci Jean-Claude. Pourquoi, lorsque nous avons tout ce potentiel et que nous avons encore un pays qui est à 70%, dont son économie est dans l'informel, mais nous arrivons uniquement sur la base des recettes, sur la base de la vente des produits et des matières premières, des impôts et des taxes douanières, à concurrencer des pays qui sont déjà pratiquement au rouge de l'exploitation. Vous êtes d'accord avec moi que vous avez dit que s'il faut... L'homme du renouveau s'il faut qu'on tombe dessus, c'est jusqu'à 6 heures du matin. Aujourd'hui, nous avons l'espérance de vie qui est en train d'aller à 58 ans et 56 ans. Merci. Ça voudrait dire que nous avons gagné près d'une vingtaine d'années sur la vie. Et pour pouvoir gagner 20 ans de vie, cessons de faire la fine bouche. Ça voudrait dire que vous devriez avoir les conditions de vie qui s'améliorent. Vous devez avoir accès à l'eau. On peut critiquer comme on veut, mais je vous rappelle que les bonnes fontaines étaient qu'il fallait porter le bidon, faire 10 km, porter 5 litres et aller à la maison. Aujourd'hui, même les maisons penchées ont les robinets. On peut dire qu'on doit encore continuer à brancher en termes de raccordement au réseau, plus de Camerounais, mais nous allons dire que nos villes, la ville par exemple de Douala en 82, en Dokoti, c'était totalement la forêt. On s'arrêtait là. Mais c'est cette ville qui est à 33 aujourd'hui. On risque les Camerounais vivent à Douala à P433. Et
On est Vous êtes désolé d'accord avec- vous de êtes dire d'accord- qu'on est déjà dans le Vous camp. êtes d'accord avec moi, M. Youl, que vraiment, s'il faut qu'on finisse avec le bilan là. Voilà, donc le peut bilan, finir à 6 le heures du bilan matin. est Permettez qu'on élogieux. avance un peu. Le bilan est élogieux. On a compris. Mais beaucoup de choses restent à faire et c'est pour cela qu'il a fixé le cap pour l'émergence à l'horizon On 2035. parlera de ces caps-là tout à l'heure. Thierry Niopé, vraiment, il y a eu Serge Onguené et Jean-Claude Youlfils. Vous êtes convaincus par ces bilans qui peuvent même nous faire rêver? Bon. Je crois que le chrono compté, on a fait pratiquement 40 minutes. Ah non, pas 40 minutes, quand même, À exagéré comme si Thierry Niopé. L'émission égrener maintenant même pas le encore. bilan. Si vous voulez, je vous donne l'heure exacte. Hein. Ouais. Nous sommes à moins 34 minutes de la Exactement. fin de votre émission. On a passé Serge Onguené, qui, je vous rappelle, peut-être vous ne l'avez pas suffisamment relevé, est le président du mouvement des patriotes du Ah ouais, du Cameroun. Cameroun. On l'a relevé quand même. Ce qui renvoie nécessairement à quelque chose. Ne vous attendez pas à ce qu'un patriote qui se définit proche de la patrie, qui renvoie inéluctablement au chef de l'État. Non, non, pas du tout. Moi-même, je suis En patriote. réalité, non, Moi aussi, je suis plus ou patriote, moins. mais on n'est Plus pas- ou moins, mais les bords ne sont pas les mêmes nécessairement, la sensibilité. C'est ce que la je gestion de dis. Monsieur C'est ce Biya. que je disais tout à l'heure. Il y a, selon la vision qu'on a et selon le bord qu'on veut avoir, décider de juger si le verre est à moitié vide ou le verre est à moitié plein. Donc, Jean-Claude ne pouvait pas faire le contraire de ce qu'il a fait là. Je vous assure, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est clair. Si on pas regarder dans les détails, parce qu'ils ont fait ils sont permis de s'accorder du temps pour entrer dans les détails et démontrer effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Nous sommes d'accord. Parce que si on prend Bakassi, c'est clair que grâce au chef de l'État, le Cameroun et le Nigeria n'ont pas sombré dans une guerre. Mais aujourd'hui, quel est l'héritage que le chef de l'État laissera de Bakassi? Exclusivement le territoire en lui-même, qui, utilisé, valorisé, aurait été d'une contribution énorme dans l'économie du Cameroun. Camerounaise. Rien n'a été fait là-bas. Bakassi est entièrement occupé par les Nigérians. Je doute fort qu'il y ait même une demi-centaine de Camerounais. Quand on traverse Bakassi, S'il vous plaît. nommé par le chef de l'État, par le gouvernement, parce qu'effectivement, Bakassi est la propriété du gouvernement camerounais. Mais Parce que qu'est-ce qu'on en a l'objectif fait? au départ, C'est effectivement, un c'était d'installer les héritage qu'on est en Camerounais. train- C'est un héritage qu'on est en train de galvauder. Si on va au-delà de... Peut-être je reviendrai tout à l'heure, j'ai eu le temps de noter, hein, je reviendrai tout à l'heure sur l'insécurité parce que le cas de Man fait mes cœurs. Il fait mal parce qu'en fait, ce sont des Camerounais qui tuent d'autres Camerounais, qu'on le veuille ou pas. C'est désolant, c'est pitoyable, c'est condamnable. Parlons peut-être des infrastructures sanitaires. La carte sanitaire a beaucoup évolué. Je salue le travail qui a été abattu là-dessus. On voit tous les jours le docteur Manaouda Malachi arpenter même les centres hospitaliers les moins précaires pour essayer de tenser la mauvaise gestion de certaines personnes qui se passent pour être des médecins. C'est à féliciter, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, ce qui est tout à fait normal. Quand on questionne également, on parlait tout à l'heure de l'état des infrastructures. Je crois que vous êtes Camerounais comme moi, vous habitez à Douala comme moi. Je doute fort que vous pouvez avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que les infrastructures routières de la ville de Douala sont, je dirais même pas acceptables ou appréciables. En réalité, le réseau routier de la ville de Douala ressemble à celui d'une ville d'après-guerre. À croire que ceux qui nous gouvernent n'ont aucune prévision, n'ont aucune visibilité. C'est comme s'ils vivaient sur la planète Mars et nous étions au Cameroun. J'ai fait des reportages là-dessus et ce que des confrères ont trouvé mieux à faire, c'est de nous dire que attends, il faut qu'on aille voir quand même le docteur Bassadine, ce qui est risible, parce que je suis d'abord Camerounais, je suis habitant de la ville de Douala. Aujourd'hui, tout le monde sait que la ville de Douala ressemble à une ville poubelle. Et vous savez que le dernier conseil de ministres tenu par le chef du gouvernement camerounais, qui est le premier des ministres, parce qu'en réalité, ça se voit dans la pratique, il a eu à décrier, à tenser les responsables en charge de la gestion de la ville de Yaoundé. Parce qu'effectivement, Yaoundé, regardez, une ambassade comme celle des États-Unis, qui est une ambassade stratégique,
y accéder relève d'un véritable parcours de combattant parce que la route est pratiquement coupée en deux. On ne parle pas de l'état d'insalubrité. Quand je commençais ce travail, je me rappelle, vous m'aviez questionné là-dessus. J'ai dit non, la ville de Douala, on ne peut pas accepter que la ville de Douala nous présente le visage qu'on a là aujourd'hui. Maintenant, c'est Yaoundé. Tous les journaux aujourd'hui ne parlent que de Yaoundé, la ville poubelle. Yaoundé ceci et cela. Pourtant, on a commencé cela avec la ville de Douala. Je ne pense pas que si on devrait mettre ce bilan à l'actif du chef de l'État, je crois qu'il y aurait beaucoup à redire là-dessus. Parce que le réseau routier du Cameroun est de 127 000 km à peu près. Donc, on a à peu près, on a 8500 km linéaires de voies bitumées. Dans l'adresse du chef de l'État le 31 décembre 2022, il avait annoncé 700 km de voies bitumées qui devraient être goudronnées en 2023. Et selon les informations du ministère des Travaux publics, nous sommes à 214 km. On en a parlé la dernière fois. Exactement. Évaluez le gap vous-même. Même pas la moitié. À qui la faute? C'est pas nous. Peut-être. Ok. D'accord. Justement, j'ai écouté le gouverneur de la région du littoral là-dessus quand les enseignants se plaignaient de ce qu'ils n'avaient pas accès à tout ce qu'ils revendiquaient au-delà des salaires. Hein. Le gouverneur, effectivement, de la région littorale a dit que le Cameroun est en proie à des conflits internes qui bouffent tout le budget. Notamment, il a cité Boko Haram. Il a cité la crise dans le Nozo, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et même à l'est du Cameroun. Mais à l'est du Cameroun, avec les rebelles de la Séléka, on n'en parle presque pas beaucoup. On ne parle pas de la partie septentrionale. Il y a un déploiement sécuritaire de ce côté. Déploiement sécuritaire de ce côté. Et même du côté des parties septentrionales, même comme de temps en autre, il y a quelques incursions, parfois entretenues par les chefs traditionnels de ces localités-là. Donc, quand on regarde tout cela, il a dit que oui, malheureusement, c'est cette insécurité qui fait en sorte que les progrès qui auraient pu être menés, le bond en avant qui aurait pu être mené, soit quelque peu étouffé justement par ces questions sécuritaires-là. On peut le comprendre, parce que la guerre, tout le monde ne souhaite pas. Hein. La paix, M. Ongene le disait tout à l'heure, est un bien inestimable. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui avec Israël et Hamas. Donc, il est clair que c'est un bien... je crois que cela est à mettre sous le coup des grandes réalisations. Non, maintenant on est au niveau des grandes opportunités. Mais questionnons effectivement ces opportunités-là depuis 2018. Vous croyez que le Cameroun est une terre d'opportunités? Vous voulez qu'on questionne effectivement cet aspect-là pour nous questionner sur le slogan de campagne du chef de l'État? Je ne vois pas les opportunités à émerger au Cameroun, non. Bien au contraire, on a appris effectivement de la bouche du ministre des enseignements secondaires, le professeur Nalova Yonga, qu'il y a plus de 1500 Camerounais enseignants de surcroît qui ont décidé de laisser la Caire au Cameroun pour aller chercher mieux ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune condition qui permette aux jeunes d'émerger au Cameroun. Moi, je suis promoteur d'un média. Je vous rappelle que l'accès au financement, et la croix et la bannière, on n'en donne pas du tout. On va vous demander des titres fonciers, on va vous demander ci, on va vous demander ça, parce que même pour avoir accès au financement des petites et moyennes entreprises, alors qu'il y a une banque qui a été créée là-dessus, je vous rappelle... Une banque qui est dans un gros scandale ces jours. Je vous rappelle que c'est tout autre chose. Et on parle de parrainage, on parle de... En réalité, évoluer au Cameroun, et d'ailleurs le président Gbagbo le disait, naître en Afrique, c'est déjà être vaincu par la nature, par la vie elle-même. Maintenant, nous devons faire un maximum d'efforts pour en sortir. Et je crois qu'on ne peut pas, je l'ai dit, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le chef de l'État a beaucoup fait, beaucoup alors. Mais je crois qu'en 41 ans, à mon sens, il a tellement beaucoup fait que je crois qu'il est idéal, il est essentiel pour lui de nous permettre de voir peut-être une autre manière de voir les choses. Même si, je l'ai toujours dit, même si c'est son propre fils, ça ne pose aucun problème. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas effectivement. Mais de quel peuple camerounais parle-t-on avec 2 600 000 électeurs? Alors si c'est cela choisi, mais pourquoi on ne le dit pas? On a plus de 6 millions d'électeurs, on a moins de
4 millions qui partent au vote parce que le vote n'est pas obligatoire. Exactement. Et le chef d'État gagne une élection avec 2,6 millions et poussière de votants. De votants à son niveau. Alors, donc, c'est pourquoi? Parce que les Camerounais n'ont plus confiance. Les Camerounais n'ont plus confiance au système électoral qui a été mis sur pied. Voilà un pays où les opposants s'asseyent pour essayer de réfléchir sur un code électoral consensuel, unique, qui sied à tout le monde et qui, au moment de rendre officiel ces résultats, ce travail qui mérite d'ailleurs d'être salué, félicité, sont omis, sont chassés, sont pourchassés même par le pouvoir en place. Vous croyez qu'aux yeux de la communauté internationale, on parle de liberté. On parlait tout à l'heure, justement. M. Onguéné a parlé tout à l'heure de liberté d'expression. Non, ça m'a fait quelque peu sourire, lui-même l'a vu. La conférence de Bâle s'est imposée le 20 juin 1990 aux chefs d'État africains qui n'en voulaient pas. Rappelez-vous que les turiféraires du RDPC, notamment M. Jean-Jacques Ekindi, qui est parti du RDPC, a créé son parti, a abandonné son parti aux mains de M. Hilaire Zipan pour rejoindre les rangs du RDPC. On ne sait pour quelle raison, mais en fait, on connaît, mais on ne peut pas le dire ici. Était de ceux qui disaient que la démocratie est un leurre. On n'en veut pas au Cameroun. Mais quelque temps. Non, ce n'est pas le président. Le président Mitterrand. Écoutez, si vous ne voulez... Nous, aujourd'hui, nous sommes allés à l'Internet. Non, mais c'est le président qui a tenu. Non, il n'avait pas de choix parce que le président... Relisez le discours de Bâle. Relisez le discours de Bâle. Je vais vous dire. Il n'est pas le seul. Une seconde, il n'est pas le seul. C'est pas là le problème. Si, c'est le problème. Il n'est pas celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. D'abord que le Cameroun, même avant, ça a été déjà démocratique. Mais c'est ce que je voulais vous dire. Même dans les années 50. Bien avant. Mais il y a eu une pluralité politique. Non. Sur les DPC. C'est ça. Le pluralisme, je pense que c'est plutôt la différence. Donc, le Cameroun a toujours été un pays démocratique. Tout à l'heure, il disait au vice-président, voilà, mais il faut éviter de dire des choses qui ne sont pas exactes, d'être élégant sur le plateau et de leur permettre de dérouler. Maintenant qu'on déroule, ils estiment en fait qu'on n'a pas raison. Thierry, peut-être parce que moi, je voulais déjà aussi vous couper. Moi, je crois que la liberté d'expression s'imposait à tous. Et on n'avait pas trop de choix. Aujourd'hui, on présente cette liberté d'expression comme étant un acquis. Nulle part au monde, je vais vous le dire, qu'on le veuille ou pas. Monsieur Nambélé, vous êtes un éminent homme de médias. Vous savez aujourd'hui que même si on veut fermer Dash avec le gouvernement en place, Dash peut continuer à travailler, à émettre sans que le gouvernement ne puisse bouger même le petit doigt. Pourquoi? Parce que même à partir de ça, cher monsieur Onguéné, vous le savez, je peux diffuser une télévision. On n'a plus besoin de mettre des grosses paraboles. On n'a plus besoin de tirer. Aujourd'hui, avec une simple connexion Internet. Mais c'est pour vous démontrer que la liberté d'expression n'est pas un acquis. Elle s'est imposée. C'est une véritable escroquerie intellectuelle. Le renouveau en lui-même. Le renouveau. De quel renouveau parle-t-on? De quel renouveau parle-t-on? De quel renouveau parle-t-on? Vous allez certainement avoir votre temps, je ne vous coupe pas. Allez-y. Je chute. De quel renouveau parle-t-on? Vous trouvez que la classe politique se renouvelle permanemment au Cameroun? Le dernier réaménagement, pas le dernier remaniement, hein. La dernière réorganisation gouvernementale date de quand? Le dernier cabinet le dernier cabinet date de quand? Le dernier conseil de la magistrature date de quand au Cameroun? Nous posons des questions. Un pays où les gens ne s'asseyent pas, où la tête pensante, parce que nous, on a voté le chef d'État. Moi, je l'ai voté. J'ai voté, je n'ai pas voté un ministre. Donc, à la limite, quand un ministre travaille mal, comme c'est le cas aujourd'hui, je le dis avec le ministre des Travaux publics, s'il ne peut pas démissionner, on le démissionne. Quand un maire mal élu, comme M. Dr Mbassadine, gère aussi mal la ville de Douala, vous croyez qu'il peut faire autrement? Vu qu'il a été imposé, ce n'était pas lui qui devait être là. C'est M. Légué Malapa, tout le monde le sait. Nous n'en sommes pas là-bas. C'est pour vous dire que quand on est mal élu, on ne peut rien apporter parce qu'en fait, on n'a pas de force de proposition. Vraiment, je voulais qu'on entre dans la dernière ligne. Oui, si on peut sortir de là, je peux justement, au regard de cette gestion-là, au regard de tous, parce que la crise de Manfé, ce qui s'est passé, l'incident de Manfé, ou les attentats de Manfé sont la conséquence de cette insécurité-là.
Parce qu'effectivement, si on avait pu gérer le problème politique, quel est le problème du Nozo? C'est un problème politique, c'est pas un problème social. C'est une autre... Ça devient compliqué. C'est un problème politique. Ça devient très complexe. C'est un problème politique. Je vous rappelle, il y a des discussions... Thierry Yopé, s'il vous plaît, on n'entre pas là-dedans. Parce que ça fait continue à dire, c'est un problème politique. S'il vous plaît. C'est un problème politique qui aurait pu régler de manière politique. Merci. Si vous voulez, merci. S'il vous plaît, une seconde, Thierry Yopé. Quand on analyse de manière froide les problèmes, vous estimez que Thierry Yopé, Serge Onguéné, s'il vous plaît, une seconde, pardon. S'il vous plaît, Serge Onguéné, je vais vous donner la parole une seconde. Il faut d'abord qu'on remette un peu de l'ordre là pour qu'on puisse s'entendre bien, surtout que les téléspectateurs nous écoutent et surtout qu'il nous reste 20 minutes. Et je voulais qu'on sorte par la question même qui est la question essentielle de cette émission. Qu'est-ce que peut encore apporter Paul Biya après 40 ans? 41 ans. Disons 41 ans. C'est la question, effectivement, qu'on voulait apporter. Qu'est-ce que les Camerounais peuvent encore attendre de Paul Biya? Vraiment, rapidement, cette fois-ci, je pense que moi, je vais chronométrer 1 minute 30. On passe la parole à quelqu'un d'autre pour qu'on puisse entendre et surtout qu'on parle de ce Mathieu Rambiol. Oui, je pense que, sincèrement, M. Biya est conscient que lui-même, qu'il est conscient de lui-même qu'il ne peut plus rien donner. Et je pense que M. Biya a 91 ans. Et donc 90 ans, s'il vous plaît. Bon, 90 ans, 91 ans, donc 5 mois. Voilà, donc je pense qu'il comprend lui-même aujourd'hui, du lieu où il est, que s'il a donné quelque chose, on peut considérer qu'il a tout donné. Et les secteurs les plus prioritaires dans un pays sont les secteurs sociaux tels que le transport, l'éducation, la santé et bien évidemment le logement. Dans quelles conditions est-ce que M. Biya va laisser ce pays? C'est ça qu'il faut se poser. Ce n'est pas ce qu'il a encore à donner. C'est dans quelles conditions est-ce que M. Biya va laisser ce pays? Il a pris un pays qui, sur ce qui concerne le volet de la sécurité, M. Niob le disait tout à l'heure, là, c'était un pays, au moins on avait le minimum, le pays était uni. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, le pays est divisé. Lorsque vous dormez, vous n'êtes pas certain que vous allez vous réveiller. Les populations de Manfé l'ont vérifié. Les populations de d'autres parties du pays le vivent. Donc sur le plan sécuritaire, M. Biya laisse un pays qui est en danger, qui est quasiment au bord du gouffre. Nous appelons au gouvernement, le gouvernement, et avec ceux qui n'ont pas les mains tachées de sang dans la crise anglophone, n'est-ce pas, au moins de se regrouper autour d'une table avec un médiateur et de trouver des solutions afin que ce pays-ci soit uni et que la crise anglophone, ce problème soit résolu. Donc maintenant, ça c'est le plan sécuritaire. Hein? Je vous disais que la question qu'on doit se poser, c'est quel pays est-ce que M. Biya va laisser, puisqu'on n'y a plus rien à attendre de lui. C'est quel est le pays qui va nous laisser? Donc sur le plan sécuritaire, c'est déjà un échec. Maintenant, nous devons reconstruire, nous devons recoller les morceaux. Hein? Et que cette zone-là, cette partie du pays, le nord-ouest et le sud-ouest, ces deux parties du pays qui sont déjà déclarées économiquement sinistrées, au moins puissent être rétablies. Ça, c'est le plan sécuritaire. Sur le plan du transport, aujourd'hui, il est quasiment, il a dit tout à l'heure, là, il est quasiment impossible de se déplacer dans le pays. Dans une ville, à l'intérieur, nous sommes obligés d'utiliser les motos parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de société publique de transport, comme ça avait été le cas par le passé. Vous pouviez quitter d'un quartier à un autre avec le transport public. Ça n'existe plus dans nos villes. Ce sont des lointains souvenirs. Sur le plan de la santé, les hôpitaux ont dit que la carte sanitaire s'est agrandie, ainsi de suite. Il y a les hôpitaux dans tous les arrondissements, dans tous les districts, ainsi de suite. Mais quel est le plateau technique? Les ministres eux-mêmes, à peine ils ont un doigt qui est écorché, ils partent se faire soigner la main à l'étranger. On a un ministre qui allait se faire opérer la main en Europe. Parce que sur le plateau, et au Cameroun, il ne pouvait pas se faire soigner. Alors qu'il est ministre de la République et qui devait travailler afin que les Camerounais aient accès à des soins de santé adéquats. Sur le plan de l'éducation, on dit que dans tous les arrondissements, et aujourd'hui, il y a des lycées, et qu'il suffit de traverser la route pour que vous ayez accès à l'éducation dans un lycée. Mais quelle est la sécurité dans ces lycées-là?
quelle est la possibilité d'avoir accès à une éducation adéquate? Les enseignants sont en permanence en grève depuis plusieurs années. On parle de OTS, hein, on a trop souffert. On parle je pense, on a trop attendu, ainsi de suite. Vous pensez qu'avec ça, on peut avoir une éducation de qualité où on délibère le baccalauréat avec 6 de moyenne, 7 de moyenne? Vous pensez que c'est quelle éducation de qualité en ce moment-là? Quittons l'éducation, allons au niveau du logement. Pour sortir. Oui, les Camerounais ont droit au logement. Tous les impôts, on les paye afin que l'État, n'est-ce pas, utilise ces impôts-là pour construire des logements sociaux et que les populations puissent avoir accès à ces logements-là. Ce n'est pas le cas. Donc, quel est le pays que M. Biya va nous laisser? C'est ça la véritable question. Ce n'est pas qu'attendons-nous encore de M. Biya. Laissez au moins ceux qui peuvent répondre à cette question, répondre. Hein? Il n'y a plus rien à attendre de M. Biya. Non, ça, c'est pour vous, Mathieu Rambiala. Allez-y, Serge Onguéné. Avant de répondre à votre question, je dirais tout simplement qu'il ne faudrait pas que certains Camerounais trompent d'autres. Quand une analyse n'est pas juste, quand elle n'est pas froide et quand elle ne se repose pas sur des éléments plausibles, il faut éviter de s'avancer dans des déclarations fantaisies. C'est ce que M. Biol fait. Ce sont des déclarations, ce sont même des... À quel niveau? Ce sont des incantations. Dire que, par exemple, dans quelles conditions les gens fréquentent. Si on veut rentrer dans ce débat, je vous dirai aussi quelle est la responsabilité parentale. C'est des choses très complexes. Il faut les prendre avec un tout. C'est pour cela qu'une analyse... Permettez, monsieur. Non, non, non. Vous n'êtes même pas sûr que vous payez les impôts au seuil où vous devez les payer. C'est un autre non, débat. c'est pour cela que je dis que... Non, c'est pour cela que je dis... Parce que tout à l'heure, M. Yout a relevé quelque chose de très important sur le plan économique. Permettez. Allez-y. L'assiette fiscale camerounaise est adossée sur quoi? C'est sur la douane et les impôts. Mais vous connaissez un pays qui peut se développer sans la production industrielle, sans l'exploitation de ses ressources? Il y a des choses que quand on veut parler... Non, 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 permettez. Non, mais justement, c'est la raison pour laquelle, permettez, vous avez parlé. Non, non, permettez à monsieur Onguéné de développer, allez-y. Monsieur Nyopé, ce qu'il faut relever, il faut connaître d'abord l'histoire du Cameroun afin de mieux l'analyser. Je vais prendre un pan simple. Vous êtes d'accord avec moi que nous consacrons la véritable indépendance du Cameroun à partir de 2010 sur le plan économique avec les accords léonins. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu dans la gestion d'un État. Ça, il faut le dire. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit préalablement que le Cameroun, c'est un pays spécifique. Et il a su manœuvrer grâce à un nombre de choses. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de Paul Biya donc? Non, oh, non, le problème, on va y arriver. J'y vais. Non, mais c'est important, la régie peut rajouter 5 minutes. Le problème, c'est que si, tout à l'heure, nous avons égrené les actifs du renouveau, il faut maintenant comprendre la complexité et se projeter. Parce que si ce n'est pas évoqué, les gens vont repartir avec je veux dire, une appréciation au cliché. Ça veut dire, on a fait ceci et on n'a pas fait cela. Ce n'est pas pour justifier, mais il faut comprendre le nœud gordien qui tient les deux choses. Donc, ce qui est négatif et ce qui est positif. Et je ne peux pas sortir de ce plateau sans dire qu'il y a des choses qui n'ont pas marché pendant les 41 années du président de la République. Il y a par exemple le fait de la corruption endémique et du népotisme, il faut le dire. Parce que ça joue sur l'ensemble des Camerounais. Nous en sommes tous victimes. Le dire, ce n'est pas dénier les efforts qui ont été faits. Ça, il faut le relever. Maintenant, il y a d'autres choses à côté de cela. Par exemple, la justice sociale et l'équité. C'est des choses que nous devons régler. C'est des choses qui ont manqué à ce renouveau pour se porter plus haut. Parce qu'il est déjà haut, mais plus haut. Maintenant, vous parlez quel serait l'avenir ou qu'est-ce que le président de la République peut encore apporter. Mais je vais vous répondre simplement. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, peut beaucoup apporter. Peut encore beaucoup apporter. À quel âge? Permettez. Et je vais m'exprimer très simplement. Mais rapidement, c'est oui, et très rapidement. Je vais prendre un élément très simple. Aujourd'hui, tout le monde parle de la présidentielle 2025. Pour creuser un peu l'abcès. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, est le président du RDPC.
statutairement, c'est lui qui est le candidat naturel. Naturel. Hein? Donc, ça veut dire que selon sa volonté, selon sa capacité, selon sa vision et ses possibilités, il saura quoi faire. Et ça va rentrer dans l'histoire du Cameroun, dans la projection du Cameroun vers son émergence. Ça veut dire que ça, c'est un apport capital d'ailleurs. Et ce n'est pas quelque chose à éluder. Parce que les gens regardent l'apport rien que sur la construction de routes, et ci et ça. Donc, le simple fait que de la décision qu'il va prendre, hein, qu'il insuffle une nouvelle dynamique, qu'elle parte de lui ou d'un tierce, est quelque chose d'incommensurable. Donc, en termes d'apport, voilà ce qu'il peut déjà apporter. Et ça, c'est un argument fort. Et ça englobe tout le reste. On ne va pas développer ici. Merci. Thierry Niopé, vous qui vous êtes posé la question dans le journal confidentiel, c'était quoi les éléments à répondre à cette question que peut encore attendre les Camerounais du président Paul Biya? 3 minutes, s'il vous plaît. Voilà, je l'ai dit à l'entame de mon propos, beaucoup de choses ont été faites. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois qu'en 41 ans, on a tout vu. On a vu là où il pouvait aller. Il a fait beaucoup de choses et je salue ce travail immense qui a été fait parce que même en termes d'évolution, en termes de changement des hommes, des mentalités, il y a eu beaucoup d'évolution. On ne reviendrait pas sur le bilan qui a été suffisamment exhaustif ici. Mais vous savez que quand il n'y a pas renouvellement des cadres, on a tendance à stagner. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a parlé de rigueur et de moralisation. Vous savez que là-bas, c'est un gros échec. On parlait tout à l'heure de justice sociale et d'équité. C'est pareil. Et justement, c'est ce qui fait en sorte qu'on a l'impression que les choses ne bougent pas. Parce que vous trouverez justement autour du chef de l'État des gens qui sont au pouvoir depuis pratiquement 50 ans, qui sont aux affaires. Prenez le cas du président de l'Assemblée nationale. Il est aux affaires depuis plus de 60 ans. Il est président de l'Assemblée nationale depuis plus de 30 ans. 3 décennies quand même, nulle part au monde, on l'a vu. Quand vous regardez ces ministres qui ne bougent pas, ils sont à la limite sclérosés par le pouvoir, ils n'ont pratiquement plus rien à proposer. Ils sont arrivés à la limite de ce qu'ils pouvaient donner. Et je crois que s'il y avait un bon dosage, d'ailleurs on le dit souvent, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. S'il avait justement, et c'est à ce niveau que se situe nos reproches, s'il avait eu la volonté, moi je pense que c'est une volonté parce qu'il est le maître du temps et des opportunités. S'il avait la volonté de faire bouger les lignes, je crois qu'il aurait déjà commencé par faire le ménage autour de lui parce que quand on parle des routes, on ne s'attaque pas directement au chef de l'État. On s'attaque au chef de l'État. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nomme ces gens qui ne sont pas à mesure. Je me rappelle encore, on disait, il y a encore un pote qui est passé d'ailleurs, on me disait, monsieur Nganou Djoumessi, qu'est-ce que le président Paul Biya vous a fait? Lui qui vous a tout donné, pourquoi vous faites cela aux Camerounais? Parce qu'en principe, il gère par délégation de pouvoir. Vous savez que le secrétaire général gère sur haute instruction du chef de l'État. Qu'est-ce qui vous dit que toutes ces instructions viennent nécessairement du chef de l'État? Je n'entre pas dans le secret des dieux, mais je continue à croire que s'il avait été plus présent, comme ce fut le cas naguère, dans la gestion des affaires au quotidien, je crois que le Cameroun se porterait mieux. Donc, si à un âge, on estime, tout le monde sait, qu'à 90 ans, on a suffisamment donné, tout le monde, on le voit. Lui, il a la chance d'avoir à 90 ans encore la force de se tenir debout parce que dans nos villages et dans nos maisons, nos grands-parents de 90 ans ne se tiennent pas debout. Donc, il est arrivé, je crois, à notre sens, au niveau du confidentiel, qu'il a suffisamment beaucoup donné et qu'il est plus que jamais temps pour lui de passer le témoin aux autres afin qu'ils apportent également le leur. Tout à l'heure, M. Ongene parlait de celui qui a, parce qu'il est le candidat naturel, c'est lui qui peut dire qui peut faire quoi et qui pourra faire quoi. Et on parle de prévision. Nulle part au monde, dans chaque gouvernement ailleurs, dans des pays plus développés que les nôtres, on sait exactement quel peut être le calendrier électoral qui pourra faire quoi en temps opportun. Au Cameroun, c'est le clair-obscur. S'il arrive, justement, s'il arrive aujourd'hui
que les choses basculent à la dernière minute, je crois quand même... c'est un autre débat, s'il vous plaît. On en parle à l'intérieur. Monsieur je crois qu'on se comprend. Vraiment, je veux qu'on soit fort sur la question. Justement, mais je l'ai dit à 90 ans, vous allez répéter ce que vous avez déjà dit. Intellectuellement, on a suffisamment donné. Il est plus que jamais urgent. Sur la question, effectivement, de ce que le président n'a pas encore donné, votre réponse. Oui, je vais répondre à cette question, mais je vais aussi donner une précision. Il nous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, je vais aussi donner une précision pour les auditeurs, parce que l'opposition et certains ont souvent l'impression que le calendrier électoral n'est pas connu. Le calendrier électoral est connu. Le mandat présidentiel a une durée de 7 ans. Le président de la République a prêté serment le 6 novembre. Vous faites des calculs lorsque vous savez à quel moment on peut convoquer le collège électoral, le corps électoral. Vous savez à quel moment on peut rendre public les élections. Tout est défini dans le code électoral. Pourquoi on est en train de vouloir faire comme si c'est l'apanage d'une seule personne? Ça existe, et le président de la République, s'il y a quelque chose à retenir de lui depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il est un légaliste. C'est qu'il a toujours respecté les rouages et la Constitution. Sur ce plan, il ne s'est jamais dérogé. Donc, ce que voulait dire que le calendrier électoral, ceux qui veulent, mais c'est un parti quand même, c'est une association privée. Sauf si peut-être vous voulez déjà qu'on dise que c'est un parti État. Là, vous venez de perdre. Alors, ça c'était une précision importante. Le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, a encore beaucoup de chantiers et beaucoup de choses qu'il peut nous apporter. Je vais vous citer d'abord les rubriques et puis, si j'ai le temps, je vais le détailler. Malheureusement, citons les rubriques. Sur le plan de la souveraineté, c'est un chantier qu'il a amorcé et il est cité en exemple comme un panafricaniste et comme celui qui veille en réalité sur la souveraineté des pays africains. La preuve, il a dit à qui veut l'entendre que le Cameroun n'est pas la chasse gardée de quiconque. C'est ce Cameroun où il a diversifié les accords de défense avec la plupart des grandes puissances mondiales. Ça, c'est un élément de souveraineté. Sur le plan de l'industrialisation, il a fixé le cap pour une industrialisation. Mais pour y arriver, il nous fallait d'abord avoir une main-d'œuvre qualifiée et qualifiante. Qu'est-ce qu'il a fait? Voici les écoles polytechniques qui se multiplient. Nous formons des ingénieurs à bout de bras, un peu partout aujourd'hui. Nous avons des universités pour le supérieur. C'est parce qu'on se prépare à avoir la main-d'œuvre qualifiée et qualifiante. Et ensuite, maintenant, nous avons besoin d'avoir des éléments qui peuvent nous permettre d'avoir une industrialisation solide. Il fallait avoir ça à l'énergie. Il a mis le cap dans le cadre des projets structurants énergétiques. Voilà à peine que nous allons bientôt réceptionner Natigal, 420 MW. Voilà Kikok qui est en train de démarrer, 550 MW. C'est une vision. C'est une vision. Ce que voudrait dire que je vais vous épargner la suite des investissements sur le plan énergétique. Parce que les industries lourdes ont besoin d'énergie. Le président de la République a besoin aussi de continuer à travailler sur la stabilité. Un État qui n'est pas stable ne peut rien faire. La stabilité au niveau de la gouvernance, la stabilité au niveau même de la manière de pouvoir voir des choses. C'est cette stabilité-là que le RDPC d'abord incarne. Je vous rappelle qu'on nous demande souvent de ne plus présenter notre champion aux élections parce qu'il est trop fort pour l'adversaire. À partir de ce moment-là, c'est parce que le RDPC a garanti une stabilité. Et si on n'avait pas une stabilité, nous serions dans une incertitude. Et c'est cette incertitude-là qui fait en sorte que les autres partis politiques aujourd'hui ne peuvent pas garantir et ne peuvent pas avoir des éléments où ils sont sûrs de pouvoir avoir le succès. Nous avons par exemple l'amélioration des conditions de vie des populations. Je vous ai dit, présenter l'évolution de l'espérance de vie. L'évolution de l'espérance de vie est une résultante de l'amélioration des conditions de vie. Et le président de la République est encore en train d'investir. Je vous rappelle par exemple que c'est le ministre de l'Eau et de l'Énergie qui demandait au niveau de l'Assemblée nationale qu'il nous faudrait encore investir 6 000 milliards consécutivement pour pouvoir atteindre un certain optimum sur le plan de l'eau. Merci Jean-Claude. Nous avons par exemple la modernisation. Souvenez-vous,
que le président de la République... La modernisation de quoi exactement? La modernisation de la vie publique, Merci. la modernisation du pays. Nous sommes bel et bien entrés dans les rouages des TIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Merci. Nous sommes modernes aujourd'hui. Les progrès scientifiques. Voilà, par exemple, que nous sommes en train de passer d'une agriculture extensive à une agriculture intensive, avec maintenant l'encouragement de la mécanisation. Ça, c'est une vision. Le président de la République est bel et bien celui qui est en train de vouloir nous apporter tout ça. Merci. Merci Jean-Claude Youde, merci à vous Thierry Ignopé, merci à Mathieu Rondiol, merci à Serge Onguéné. On vous dit aussi merci à vous chers téléspectateurs. C'est vrai que je vous ai annoncé tout à l'heure, on pourra même prendre 6 heures de temps qu'on ne sortirait pas de ce débat parce qu'il est passionnant et en même temps on parle d'un homme quand même et qui a été l'incarnation même du pouvoir au Cameroun et puisqu'il a été et il est toujours depuis près et je voulais même dire plus de 60 ans. Merci à vous chers auditeurs. Mardi prochain nous serons de nouveau face à vous. Au revoir.